Bonjour à vous, ici Pascaline Jouy, bienvenue à cette nouvelle conférence dans laquelle je vais vous présenter les 12 étapes simples de la méthode vélo pour améliorer rapidement les résultats scolaires de votre enfant tout en lui donnant confiance en lui. Quand on décide d'avoir un enfant, on est souvent motivé par le désir de joie. La joie de donner la vie et de faire naître une petite chose si fragile et si belle en même temps. La joie de le voir faire ses premiers pas et devenir un bel enfant. La fierté de le voir grandir et enfin aller à l'école, se former et avancer dans la vie pour s'épanouir pleinement. Mais avoir un enfant, c'est aussi devoir s'occuper de l'école. Et quand les problèmes à l'école commencent, c'est le désenchantement, parce que le climat à la maison change. La mise au devoir devient une véritable guerre quotidienne, amenant son lot de conflits, d'incompréhension et une grande perte d'énergie, menant les parents à l'épuisement. Ils voudraient que leur enfant comprenne que bien apprendre est important pour son futur. Mais ils ont tout essayé pour le convaincre et sans succès. Alors ils craignent pour son avenir. À la maison, ils essuient des crises de colère ou de larmes. Ça démarre au quart de tour et ça semble empirer au fil du temps. Ils ne comprennent rien, car ni les punitions ni la douceur n'ont d'efficacité. Les rendez-vous à l'école se succèdent avec un dialogue difficile avec le corps enseignant. Chaque année, le processus se répète et ils n'ont toujours pas trouvé le bon interlocuteur. Les parents se sentent bloqués dans un système. Le retard sur le programme s'accumule et tout le monde perd confiance. Leur enfant, le premier, répète qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas. Voilà ce qui est arrivé. La première année où votre enfant va à l'école, il se peut qu'il adore ça parce qu'il a envie de faire partie du camp des grands. Il tombe sur un enseignant sympa, bienveillant et c'est une année avec un profil tout vert, tout va bien. Deuxième année, grosse déconfiture. Ça se passe mal avec l'enseignant. Votre enfant se sent très mal à l'école. Il y a des problèmes pendant toute l'année. Troisième année, eh bien, soit les méthodes changent, soit l'enseignant change, et là, on revient avec un sourire. Et puis, passage au CP, en France, en tout cas, à la classe où on apprend à lire et à écrire, et là, c'est la cata, parce que bien souvent, l'enfant n'a plus le droit de bouger, doit rester assis sur sa chaise, et là, c'est vraiment très compliqué. Et on appréhende parce qu'il y a des crises tous les matins pour aller à l'école. La deuxième année, ça peut remonter parce qu'on tombe sur un enseignant ou des méthodes qui conviennent à notre enfant. Et puis la troisième année, c'est carrément le vert parce que tout va bien. Quatrième année, ouah, ça redescend parce qu'il y a un impact soit sur la méthode, soit sur l'enseignant. Et puis alors, la dernière année, ça y est, c'est la cata. Et comme l'enfant est plus grand, eh bien ça y est, il est passé en mode colère. Et là, ce sont des gros conflits à la maison. Quand on passe au collège, en France, c'est à peu près vers l'âge de 11 ans, c'est la découverte d'un nouvel établissement, des nouvelles méthodes, et ça peut redonner un élan, un peu d'espoir à l'enfant, et puis ça se passe plutôt pas trop mal en sixième. Et les années suivantes, on assiste à des zones rouges, avec beaucoup de colère. L'enfant, quand il a 14-15 ans, eh bien, il s'exprime, hein, et puis ça va pas, et puis il n'est pas motivé, et puis il sait nous le faire sentir. Alors, pour la suite au lycée, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Quand on n'a pas les moyens pédagogiques adaptés et fiables pour aider son enfant avec l'école, on a toujours l'impression de se battre et de toujours devoir recommencer. Chaque année, c'est la même chose. Et on est constamment dans un stress familial qui nous empêche de nous sentir vraiment tranquilles. On se dit, bon, c'est normal de passer des heures à faire les devoirs ou à les réclamer. On a même laissé tomber notre séance de sport qui nous déstressait du boulot. Mais en réalité, on se fait des cheveux blancs et on délaisse notre couple, quand ce ne sont pas les crises qui s'installent là aussi. Et quand la famille nous demande « Alors, comment ça va à l'école ?» on essaye de faire bonne figure, tout en sachant intérieurement qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, qu'est-ce que c'est que ces obstacles qui empêchent les parents d'aider tranquillement leur enfant à se réconcilier avec l'école? Ce que j'ai noté en premier, bien sûr, c'est un manque de clarté sur la méthode à employer. On fait comme on peut avec ce qu'on a, mais c'est normal, on n'est pas formé pour. Donc, on utilise des modèles d'accompagnement pour les devoirs qui ne sont pas adaptés à notre enfant. Finalement, on n'a pas assez d'informations utiles pour faire ce boulot-là.
Et puis, on suit des conseils qui ne sont pas spécifiques, qui résultent de ce que nous, on a appris quand on était à l'école. En fait, c'est ce que j'appelle le formatage, c'est la façon dont nous avons été formatés. Tous, hein, moi y compris. Finalement, l'enfant a perdu confiance et ça, c'est un obstacle très important parce qu'à partir de ce moment-là, le travail des parents est beaucoup plus compliqué. Et les notes ont déjà chuté. Et quand il faut remonter une pente qui a été descendue, waouh, là, c'est beaucoup plus difficile. Finalement, on a l'impression d'être devenu le gendarme de l'école. Et c'est pas ça qu'on voulait pour notre enfant. Si vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, eh bien, vous avez besoin d'un décodeur. Vous avez besoin de découvrir des stratégies qui sont efficaces. Quand on a la bonne stratégie, tout devient plus facile en tant que parent. On arrive à obtenir la concentration de notre enfant. On fait les devoirs ensemble sans se fâcher. On l'aide à apprendre facilement. On développe son attention en classe. On récupère notre énergie à nous, très important. On regonfle sa confiance en lui, alors ça c'est vraiment une grande joie. Et on fait remonter ses notes. C'est ce à quoi j'ai travaillé depuis 20 ans. C'est ce que j'ai mis en place en créant la méthode vélo. Avec 4 fondamentaux pour améliorer rapidement les résultats scolaires de votre enfant tout en lui redonnant confiance en lui. Ce que je souhaite pour vous et ce que je veux faire moi avec les gens que je reçois à mon cabinet et les personnes que je suis, c'est passer d'un enfant qui rame, avec des parents qui rament aussi, à un enfant qui réussit et qui s'épanouit. Et là, les parents sont beaucoup plus tranquilles et beaucoup plus sereins. Dans la méthode vélo, il y a les 4 fondamentaux et je vais prendre le temps de les développer avec vous aujourd'hui. Le premier élément fondamental dont vous allez tenir compte pour aider votre enfant, c'est la structure spécifique des apprentissages. C'est avec ça qu'on va redonner le goût d'apprendre à votre enfant. Et puis, vous allez apprendre à gérer ses émotions de façon précise pour éliminer les freins et les blocages. Vous allez mettre en place une stratégie à l'école, ça c'est le fondamental numéro 3. L'objectif est d'obtenir une concentration efficace en classe et faire remonter sa confiance en lui. Le 4e fondamental, ça vous le connaissez bien, c'est avoir une organisation des devoirs qui permet de travailler efficacement et sans souffrir. Alors, chacun de ces 4 fondamentaux comprend 3 clés que je vais développer tout de suite avec vous. Dans la structure spécifique des apprentissages, la première clé, ce sont les apprentissages visuels. La deuxième, les apprentissages auditifs. Et la troisième, les apprentissages kinesthésiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les apprentissages visuels? Comment apprend-on quand on a une mémoire visuelle? Eh bien, ce qui est important de savoir, c'est que les personnes visuelles se souviennent de ce qu'elles ont vu. Elles ont un système de mémoire photographique qui est très pratique pour l'école. D'abord, la prise de notes nécessite de mettre de la couleur. Les visuels, quand ils sont en cours, aiment bien encadrer, souligner. Ils utilisent le fluo et ils ont cet avantage-là de pouvoir photographier automatiquement leur support de cours. Ils aiment utiliser un plan ou un dessin. Et pour étudier en cours, eh bien, rien de mieux que les supports visuels. Et notre pauvre enfant visuel, s'il se retrouve à un cours avec un prof qui ne fait que parler, eh bien, en fait, son cerveau décroche et il s'endort au bout de 15 minutes. Et donc, on va dire de lui qu'il a des problèmes d'attention, mais ce n'est pas du tout ça. Même en langue. En langue, c'est quelque chose d'oral et un prof peut croire que c'est uniquement en parlant qu'on apprend les langues, mais pas pour un enfant visuel. Il aura besoin de voir le mot écrit pour le mémoriser. Et c'est assez facile d'organiser le travail à la maison avec un enfant qui apprend de façon visuelle en dominante. On va réaliser des fiches. On va mettre de la couleur dedans, on va les accrocher sur le mur et on va laisser ses yeux photographier spontanément son cours. Passons maintenant à la deuxième rubrique qui concerne les apprentissages auditifs. Qu'est-ce que c'est les apprentissages auditifs? Voyons la fiche qui correspond.
comment est-ce qu'on apprend quand on a une mémoire à dominante auditive? Eh bien, les personnes auditives se souviennent de ce qu'elles ont entendu. Elles sont sensibles au son. Vous les reconnaissez assez facilement, ce sont ceux qui se parlent tout seuls. Alors, parfois, ils se parlent à voix haute et parfois, c'est uniquement à voix basse dans la tête. Ils adorent la musique, ils sont très sensibles à l'environnement sonore, donc ils sont aussi sensibles au bruit, bien sûr. Pour étudier, ça va être assez simple pour eux, en écoutant attentivement et en ayant la possibilité de poser des questions, ça va vraiment aider énormément pour que le cours soit efficace. Sauf s'ils sont dans une classe bruyante où là, ils vont être très perturbés par les bruits environnement qui vont les parasiter. À la maison, pour mémoriser quand on a un enfant auditif, eh bien, on va travailler à voix haute. On va lire les consignes d'exercice à voix haute, on va réfléchir à voix haute, on va lire les cours à voix haute, on va réciter à voix haute, et c'est la fonction d'enregistrement dans la tête qui va faire son travail. On peut très bien aussi utiliser un enregistreur pour réécouter les cours. Dans la structure spécifique des apprentissages, la dernière partie, ce sont les apprentissages kinesthésiques, qui sont beaucoup moins connus. Comment apprend-on quand on a une mémoire kinesthésique? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes kinesthésiques apprennent en faisant, elles apprennent avec leur corps, donc en bougeant. Ils aiment manipuler, bricoler, fabriquer et souvent ils font beaucoup de sport. Vous les reconnaissez, ce sont les enfants qui ne tiennent pas trop en place, qui ont besoin de bouger. Ils peuvent être assez sages à l'école, mais bouger beaucoup à la maison ou bouger beaucoup à l'école et à la maison. Ces enfants-là sont aussi très émotifs et peuvent faire des colères très facilement. En gros, ce sont des hypersensibles, hyper émotifs. Donc, il faut vraiment s'en occuper de façon spécifique. Alors, pour eux, pour étudier, il leur faut de la pratique. Dès qu'ils font un exercice, ça va mieux. Les simulations, les jeux, c'est exactement ce qu'il leur faut pour découvrir un savoir et l'enregistrer. Ils ont besoin de choses concrètes et en demandant des exemples en cours, ça les aide déjà beaucoup plus à comprendre et à retenir. Ils apprennent en imitant et donc en leur montrant comment faire, ça les aide énormément. Alors le problème avec les kinesthésiques, c'est qu'en plus d'avoir besoin de mouvement, ce qui est un peu compliqué à l'école, eh bien, ils ont une grande sensibilité, ils sont dépendants affectivement, ils ont besoin d'aimer leur enseignant pour bien travailler. Si vous avez un enfant kinesthésique, vous connaissez ce phénomène parce qu'il y a des années qui sont plus ou moins gâchées à cause d'un enseignant avec qui le courant ne passe pas. Un autre besoin très très important des kinesthésiques, c'est de comprendre pourquoi on leur fait apprendre telle ou telle chose. Ils ont besoin de savoir où est-ce qu'on les emmène, quel est le sens de ce qu'on leur demande. À la maison, ce dont va avoir besoin le kinesthésique, c'est de bouger son corps. Pour votre enfant, vous pouvez laisser plus ou moins tomber la chaise avec le bureau, laissez-le gambader, gesticuler, marcher, tout en apprenant. Je propose, moi, avec ces enfants kinesthésiques, d'installer un tableau pour qu'ils puissent travailler debout. Et vous allez voir, ça fait des résultats très, très intéressants. Il est important qu'il se sente bien dans son environnement de travail. Donc, il est crucial que vous l'installiez confortablement pour faire les devoirs. Et comme il apprend en faisant, eh bien, on va l'aider à comprendre ce qu'on est en train de lui transmettre en prenant des objets pour représenter ce à quoi on veut le faire réfléchir, ce qu'on veut lui faire comprendre. On va mimer les choses, on va simuler. Voilà pour la première partie. Dans la deuxième partie, on va s'occuper des émotions. On vient juste d'en parler avec les enfants kinesthésiques. Là, c'est vraiment crucial pour ces enfants-là que les parents trouvent le moyen de gérer les émotions pour, d'une part, éliminer les freins et les blocages et puis faire en sorte que les devoirs se passent beaucoup mieux. Donc, la gestion des émotions va prendre place au moment de faire les devoirs, elle va prendre place à l'école et elle va prendre place à la maison, puisque évidemment, un enfant, ce n'est pas qu'un être scolaire, il y a tout le reste et comment ça se passe à la maison. Donc là aussi, on va s'occuper des émotions de notre loulou. Quand on fait les devoirs, on est confronté très régulièrement à 4 émotions, et d'autres aussi, mais vraiment les 4 principales, c'est la colère.
colère d'avoir à faire les devoirs pour certains enfants, colère de ne pas réussir à faire ce qui est demandé, ou colère contre soi-même, ou colère contre les adultes, enfin bon. C'est vraiment une réaction qui est très très courante et il faut s'en occuper car un enfant, quand il est dans sa colère, ne peut plus réfléchir à son exercice, c'est fini. Il est coincé dans son émotion. Les larmes, évidemment, c'est quelque chose qui arrive très souvent, vous le savez. Donc, comment faire quand on a une crise de larmes au moment où on doit faire les devoirs? C'est très compliqué pour certains parents. L'enfant peut être sujet au désespoir. Désespoir, c'est de toute façon, je suis nulle, je n'y arriverai pas, donc à quoi bon? Voilà. On est plutôt là dans un cas de figure où l'enfant a baissé les bras. Et là, il faut vraiment qu'on s'en occupe parce que si l'enfant a baissé les bras, on ne peut pas le faire progresser avec ses résultats scolaires. Donc il va falloir qu'on dépasse ce moment de désespoir. Sans aller jusqu'au désespoir, il peut être simplement inquiet. Il peut être inquiet à chaque fois qu'il a une évaluation. Il peut être inquiet à chaque fois qu'on lui demande quelque chose et qu'en fait, il ne comprend pas ce qu'il y a à faire. Et ça suscite énormément de stress chez de nombreux enfants. Donc on ne peut pas les faire travailler avec ça sur le dos. C'est pas possible. Donc on va s'en occuper. Les émotions qui sont liées à l'école, la colère, on la garde aussi parce qu'évidemment, quand il se passe quelque chose à l'école et qu'on a notre petit loustic qui revient ou notre grande fille qui revient en bougonnant de l'école, en ronchonnant, eh bien on sait qu'il y a de la colère, il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on s'en occupe. Si on veut que notre enfant continue à apprendre avec plaisir, il faut qu'on s'occupe des émotions suscitées à l'école. Il peut y avoir le sentiment d'injustice, bien sûr, soit par rapport à d'autres élèves, soit par rapport aux enseignants ou à l'institution. L'enfant peut aussi souvent revenir avec un sentiment de honte parce qu'il s'est passé quelque chose, il s'est senti rabaissé. Et là aussi, ça peut toucher soit l'enseignant, soit ses pairs, les gens qui sont avec lui dans la classe, ses collègues, on dirait. Ou bien il est sujet à la tristesse. Et là, on est plus proche de quelque chose qui serait comme le désespoir. Je suis triste parce que de toute façon, rien ne se passe comme je voudrais. Je suis décalé, à côté de la plaque. Bon, l'enfant, il va pas dire ça, mais c'est la sensation qu'il a, la sensation d'être différent et que de toute façon, les autres sont intégrés et pas lui. Et ça occasionne beaucoup de tristesse. À la maison, on garde la colère, vous savez bien, hein, toutes les frustrations qu'on peut amener dans l'éducation de notre enfant amènent de la colère, la fratrie, les choses qui ne se font pas comme il voudrait. C'est déclencheur de colère. Le sentiment d'injustice est tout le temps là aussi parce que, vous le savez très bien, vous mettez en place des décisions ou des règles ou je ne sais quoi, et puis vous avez en face de vous un enfant qui dit que c'est pas juste, que c'est toujours l'autre qui a plus que lui, etc., etc. Donc ça, c'est un sentiment d'injustice. C'est un sentiment qui est extrêmement présent chez les enfants kinesthésiques. Il faut s'en occuper parce que si on les laisse tremper là-dedans, je dirais, eh bien, ils vont en tirer des conclusions et ça aura un impact sur leur vie d'adolescent et même leur vie d'adulte après. La frustration, voilà, par rapport aux règles dont je parlais à l'instant, beaucoup de frustration très présente chez les enfants kinesthésiques aussi. En tant que parent, c'est important pas qu'on enlève les frustrations, attention, hein, mais qu'on l'aide à vivre ça, parce que en tant que kinesthésique notamment, ça va faire partie de sa vie. Il faut qu'il arrive à les vivre, tout en ne restant pas bloqué dedans. La tristesse, eh bien oui, s'il y a de la tristesse par rapport à ce qui se passe à la maison, c'est important de s'en occuper, parce que si ça dure trop longtemps, il peut y avoir quelque chose comme de la déprime qui s'installe, je l'ai vu régulièrement, donc on s'en occupe. Dans le troisième pilier de la méthode vélo, il y a la stratégie par rapport à l'école. Le but, c'est d'avoir un cours qui soit le plus efficace possible, qui rapporte des bonnes notes parce qu'on a bien écouté, compris et appris. Et quand ça se passe bien à l'école et qu'on arrive à mettre en place les stratégies qui conviennent et qu'on a des résultats, bien sûr, eh bien la confiance en soi remonte. Ils ont besoin de ça. Alors, l'idée, c'est comment apprendre en classe, comment gérer les autres et les relations à l'institution. Comment apprendre en classe? On va utiliser les profils d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure. On va travailler sur des astuces pour développer la concentration. On va regarder aussi les besoins spécifiques de l'enfant.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y répondre? Est-ce qu'il y a des besoins légitimes et d'autres qui ne le sont pas? Il faut faire le tri là-dedans et puis mettre en place des solutions qui permettent d'améliorer l'efficacité en classe. Et dans apprendre en classe, il y a aussi les profils des enseignants. C'est quelque chose que je regarde toujours avec les jeunes que je reçois à mon cabinet. Parce que si mon enfant est visuel et qu'il a un enseignant avec un profil auditif qui n'utilise vraiment que très rarement les outils des visuels, mon enfant visuel est défavorisé, c'est normal. Donc j'apprends aux jeunes à analyser ça. Et quand c'est pour des petits, eh bien, ce sont les parents qui apprennent à analyser ça. Et puis à se caler par rapport à ça. C'est pas grave si l'enseignant est auditif, mais il faut que je sache que moi je suis visuel, que je sache de quoi j'ai besoin et comment le lui demander. Par rapport aux autres, à l'école, donc c'est important que les parents, c'est ce que vous allez faire, vous allez mener l'enquête pour savoir comment ça se passe du point de vue des relations avec les professeurs, avec l'environnement scolaire. Donc dans l'environnement scolaire, on passe tout en revue. On regarde la relation aux élèves, ça c'est le point suivant, mais on va regarder comment ça se passe à la cantine, comment ça se passe dans la cour, comment se passe le trajet pour aller à l'école, le trajet pour revenir, s'il y a des surveillants, s'il y a de l'accueil périscolaire. Voilà, on va vraiment regarder de près quels sont les adultes qui sont autour de l'enfant et comment ça se passe au niveau relationnel. Surtout quand on a des enfants kinesthésiques, il faut qu'on soit au courant de tout ça, savoir où ça coince pour pouvoir agir. Du côté des élèves, bien sûr, on va mener l'enquête en quelque sorte pour savoir qui sont les bons copains, les mauvais copains. Moi, je demande toujours aux enfants s'il a des ennemis. Et en tout cas, quand il me parle de quelqu'un qu'il n'aime pas, je lui dis c'est ton ennemi. Il me dit oui. Donc, c'est un peu caricatural, mais eux parlent comme ça. Donc, c'est vraiment important qu'on les écoute raconter toutes leurs histoires avec leurs mots à eux pour que l'on récolte de l'information. Et dans ces cas-là, pour récolter ces informations-là, il est important que les parents apprennent à rester neutres pour que l'enfant ait toute liberté de parler. Ça, c'est quelque chose que je transmets énormément aux parents que je suis. C'est très, très, très important. Et puis, dans la relation à l'institution, il y a vous, les parents, déjà, ça c'est important, parce que quelle est votre relation avec l'école de votre enfant? Alors, il y a quelques parents qui sont en liaison avec une école, avec une direction ouverte, avec qui on peut discuter, on peut mettre en place des choses ensemble, donc ça c'est parfait. Si vous n'avez pas des bonnes relations avec l'institution, il est vraiment important que vous trouviez des outils pour ne pas vous laisser piéger vous savez, cette relation parent-professeur qui est souvent basée sur un mode reproche. Eh bien, il faut absolument trouver le moyen de sortir de ça. On va vraiment développer quelque chose qui est de l'ordre de trouver des solutions. L'élève aussi, je regarde toujours quelle est la relation de l'élève avec l'institution. Quand c'est un tout petit, c'est un petit peu différent, mais dès qu'on arrive au collège, comment il se place votre enfant par rapport à l'institution, par rapport à l'école? Quel est son regard? Quelle est sa vision des choses? Quelle est sa philosophie? Quel est son avis? Ça, faut faire la paix si on veut avoir des résultats concluants. On va guetter s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose qui coince entre l'élève et l'institution, notamment pour les plus grands. Et j'ai noté plus bas les rendez-vous parce que il est crucial de développer une stratégie spécifique pour les rendez-vous avec les enseignants. Les enseignants sont des êtres humains, donc on a toutes sortes de réactions en face de nous quand on est en rendez-vous et il est important de se positionner, nous, comme des adultes responsables qui sommes en recherche et en construction d'une solution et ne pas être bloqué dans des échanges, vous savez, où il y a beaucoup d'émotions, quoi. On peut être très fâché quand on revient d'un rendez-vous avec un enseignant. On peut rentrer chez soi en ayant l'impression de ne pas avoir été écouté, en ayant l'impression d'ailleurs de ne pas avoir été capable de parler non plus. Et puis on rentre chez soi et on est fort mécontent de comment ça s'est passé et on est très en colère. Et c'est pas ça qui va aider notre enfant, en fait. Il faut vraiment qu'on trouve le moyen. Il y a des techniques pour ça. Moi, je les transmets. Faire que ces rendez-vous soient vraiment très, très constructifs pour votre enfant.
Du point de vue de l'organisation des devoirs, pour travailler efficacement et sans souffrir, pardon, il va être important de regarder l'organisation et le planning. Quelle est la routine du soir pour votre enfant? Les techniques qu'on va employer et, bien sûr, l'élément primordial, c'est la motivation de notre loustic. Au niveau de l'organisation et du planning, eh bien, il y a un timing intéressant à observer avec une routine du soir. Donc ça va être important de regarder, je ne rentre pas dans le détail parce que ça va dépendre comment l'enfant rentre à la maison. Est-ce qu'il rentre en voiture, ou est-ce qu'il rentre à pied, ou est-ce qu'il rentre en trottinette. Et on va enchaîner comme ça, rentrer à la maison, le goûter, le moment de décompression qui rentre dans le timing, ça c'est une clé, je détaillerai juste après. Et ensuite, une petite préparation pour les devoirs. En gros, c'est la gymnastique du cerveau, on appelle ça. Et puis, ensuite, la mise au devoir. Et c'est un timing qu'on va respecter, qu'on va instaurer et qui va devenir une habitude et qui va installer de la sécurité et surtout une meilleure performance. Le moment de décompression, ça va être notamment et surtout, alors là, indispensable pour les enfants kinesthésiques, c'est un temps où l'enfant se défoule parce qu'il a été sous pression en passant toute sa journée à l'école. Il a la tête comme une cocotte minute. Donc on va l'aider à décompresser en mettant en place pour lui un moment de défoulement qui court 15 minutes, 20 minutes maximum, mais où il fait une activité sportive et physique intense. Courir, vélo, trottinette, taper dans un punching ball, trampoline, ce que vous voulez, ce qu'il y a chez vous, ce qui est dans vos cordes à vous, mais organisez pour lui ce moment de décompression. Et puis, dans l'organisation des devoirs, on va bichonner son environnement, notamment si c'est un enfant kinesthésique. Il a vraiment besoin d'être bien installé, avec les ustensiles qu'il lui faut pour faire son travail de façon plaisante, légère et donc beaucoup plus facile. Au niveau des techniques, on va utiliser des techniques qui sont en lien avec les profils, donc je ne détaillerai pas là maintenant, mais il y a des techniques spécifiques pour les visuels, des techniques spécifiques pour les auditifs et des techniques spécifiques pour les kinesthésiques, sachant que votre enfant peut avoir un profil très dominant, il peut en avoir deux à égalité, ou il peut avoir les trois. Dans ces cas-là, on ne s'organise pas de la même façon, ça c'est sûr. Donc, vous allez utiliser des astuces qui sont ciblées pour obtenir sa concentration, ciblées pour faire des micro-pauses qui vont être salutaires pour réinitialiser, on peut dire, en prenant le langage informatique, réinitialiser son cerveau, les circuits neuronaux du cerveau. On va vraiment mettre en place une stimulation cérébrale parce que il a sa journée d'école dans les pattes, quoi. Enfin, c'est pas dans les pattes, c'est dans la tête. Et on va vraiment lui donner les moyens, ne serait-ce qu'en buvant de l'eau. Voilà. Ça, c'est une astuce toute bête, mais tellement simple et tellement naturelle. Donnez-lui un verre d'eau ou une petite bouteille d'eau posée sur son poste de travail pour que dès qu'il a besoin de réfléchir un peu plus à quelque chose, dès qu'il est coupé dans son élan, eh bien, il boit une gorgée d'eau et ça aide énormément à réfléchir. Du côté de la motivation, mon but pour vous et pour votre enfant, c'est qu'il découvre que l'on peut apprendre avec plaisir. Peut-être qu'il n'a pas encore perdu ce fil-là et qu'il apprend encore avec plaisir. Dans ces cas-là, notre objectif, ça va être de maintenir cette option-là. C'est encore sympa d'apprendre, j'aime découvrir des choses nouvelles, j'aime certains sujets et parfois je suis performant, donc j'y prends plaisir. Si votre enfant est déjà un peu dégoûté par l'école, eh bien, ça va être le but, ça va être de redonner du plaisir à apprendre. Et ça va être beaucoup avec les techniques dont j'ai parlé, qui vont lui permettre de faciliter son apprentissage et sa vie. Ça va l'alléger et du coup, ça va lui prouver à nouveau que ça peut être un plaisir d'apprendre. Dans sa motivation, il y a les émotions. On ne peut pas y couper, vous ne pouvez pas y couper. Notamment pour les enfants kinesthésiques, vous allez vraiment
Utilisez les émotions pour jouer sur sa motivation. Quand un enfant est démotivé, c'est qu'il est coincé dans une émotion. Il faut qu'on trouve laquelle et que l'on trouve un moyen pour faire baisser cette pression émotionnelle. Le tout étant de travailler avec un certain état d'esprit. Donc en mettant en place toutes ces techniques-là, vous allez voir l'état d'esprit de votre enfant va changer et certainement que vous aussi, vous allez regarder les choses différemment. Quand vous allez savoir exactement comment fonctionne votre enfant et de quoi il a besoin, eh bien, ça va ouvrir des horizons pour vous. Et puis, il y a des choses sur lesquelles vous vous attardiez, eh bien, vous les laisserez parce que vous verrez, vous avez découvert que pour votre enfant, ça ne servait à rien. Voilà. On a vu ensemble les 12 étapes simples pour améliorer rapidement les résultats scolaires de votre enfant tout en lui donnant confiance en lui. Vous allez, dans un premier temps, vous informer sur les profils de mémoire ici, pour savoir comment fonctionne votre enfant et lui proposer la méthode la plus adaptée. Ensuite, vous allez apprendre à gérer ses émotions, que ce soit pour les devoirs ou pour l'école. Vous allez vous occuper de ses colères, de ses frustrations, de ses découragements, pour qu'il ait l'esprit disponible pour travailler. Et pour l'école, vous allez l'aider à rendre les cours efficaces, à pacifier ses relations avec les profs, avec ses collègues et avec l'école, tout en programmant efficacement vos rendez-vous avec les enseignants. Tout ceci pour réaliser des séances de devoirs à la maison efficaces, sans mener à l'épuisement, grâce à une organisation ciblée, des techniques précises pour obtenir sa motivation. Vous pourrez comme ça passer d'une situation où tout le monde rame à un travail efficace pour vous et votre enfant qui réussira à l'école et s'épanouira. Si ce que je vous ai dit vous a plu, si vous sentez que la méthode vélo peut apporter le coup de pouce qu'il faut pour votre enfant afin de souffler et d'avoir la tranquillité dont vous avez besoin, j'aimerais vous présenter quelque chose de novateur. Parce que je me rends bien compte, en écoutant les parents, qu'ils sont souvent en mode combat, que l'épuisement les guette à force de tirer ou de pousser leur enfant. Ils ne savent pas où donner de la tête parce qu'il y a trop à faire et c'est la pagaille. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes et vous apporter finalement ce dont vous avez besoin, j'ai décidé de créer un programme d'accompagnement qui a pour objectif de vous guider pas à pas sur les 4 piliers de la méthode vélo. C'est un plan d'action clair et précis pour aider votre enfant et l'avantage c'est qu'il peut servir également à tous vos enfants. Je suis sûre qu'avec les indications que je vous ai données, vous pouvez déjà avancer. Mais si vous avez envie que je vous accompagne pour savoir précisément comment appliquer de façon claire chaque étape, je vous propose de participer au programme Élève heureux 2.0. C'est un format original, adapté aux parents actifs et fort occupés, comme on l'est souvent. J'ai voulu créer un système facile en format vidéo et je m'engage avec vous pour vous donner toutes les informations et les astuces pratiques que je connais. Le programme Élève heureux 2.0 est un programme d'accompagnement pour guider les parents autonomes bien décidés à réconcilier leur enfant avec l'école. Imaginez que vous receviez à domicile toute la méthode dont vous avez besoin, avec quelques apports théoriques et surtout tous les conseils pratico-pratiques. Et vous les appliquez à votre rythme, tout en étant guidé concrètement quand vous en avez besoin. C'est un programme dans la durée pour souffler, pour que vous puissiez souffler et aborder votre enfant autrement, pour avancer à votre rythme, pour être soutenu et échanger dès que vous en avez besoin. Vous recevez des conseils pratiques applicables immédiatement, des idées et des astuces concrètes pour éliminer les difficultés avec l'école. Souvent, les freins pour les parents, c'est d'essayer à la suite des morceaux de solutions glanés à droite et à gauche, mais auxquels il manque de la cohérence. Ici, vous trouverez un plan clair, précis et structuré qui vous permet d'utiliser toute ma méthode, mais aussi vous permet de structurer votre enfant dans ses apprentissages et dans son évolution. On va mettre en place les 12 clés du programme Élève heureux 2.0. L'objectif est que vous puissiez souffler rapidement. Alors, en plus du programme que vous recevez à domicile et que vous pouvez regarder tranquillement, et pour que vous soyez sûr que vos questions trouvent des réponses, je vous accompagne en direct et de vive voix 2 fois par mois lors d'un coaching collectif en ligne.
Vous avez une question? Je suis là. Vous avez un doute? Je suis là. Vous voulez des précisions? Je suis là. Il y a eu un clash à la maison? Je vous indique comment l'éviter par la suite. Vous avez un rendez-vous avec un enseignant? Je suis là pour le préparer avec vous. Vous cherchez une astuce supplémentaire? Je suis là. En faisant partie du programme Élève heureux 2.0, vous bénéficiez des échanges avec moi et avec tout le groupe de parents qui, comme vous, veulent apporter à leur enfant un épanouissement scolaire et personnel et qui veulent améliorer ses résultats tout en développant son goût d'apprendre, qui veulent un enfant qui se plaît à l'école et qui comprend que c'est son avenir qui se construit là. L'objectif, c'est de vous constituer un matériel complet et réutilisable chaque année. La méthode vélo est valable à tous les âges et ce que vous appliquez la première année va vous servir tous les ans. Non seulement tous les ans, mais aussi avec tous vos enfants. On va rentrer en détail dans tous les aspects que je vous ai montrés grâce à cette plateforme en ligne. On va détailler le fonctionnement de votre enfant. Vous allez tout de suite entrer dans le vif du sujet et savoir comment vous organiser avec lui. Vous utiliserez des fiches pratiques que je vous explique en détail. Ensemble, nous apprendrons à repérer les situations clés qui sont source de problèmes. Et, en direct, vous me poserez vos questions. Vous partagerez vos joies et vos trouvailles ou vos coups de colère avec le groupe. J'y partage aussi mes trouvailles rien que pour vous. Des documents vous guideront pour savoir comment avancer. Ensemble, nous réaliserons les 12 étapes de la méthode vélo du programme Élève heureux 2.0. Alors, si vous avez besoin de savoir exactement quoi faire pas à pas, parce que vous en avez marre de errer dans les dédales des apprentissages, si vous avez besoin d'être accompagné pour être sûr de faire les bonnes choses pour le bien de votre enfant et son équilibre personnel, si vous avez besoin d'être guidé par une méthode qui a fait ses preuves, sans être obligé de tout réinventer chaque année, si vous avez besoin de souffler pour retrouver votre sérénité et sentir une ambiance apaisée à la maison, eh bien le programme Élève heureux est complètement adapté. L'investissement pour cet accompagnement de 6 mois est de 67 € par mois. Et bien que ce ne soit pas cher, ce n'est pas pour tout le monde. Le programme Élève heureux 2.0 n'est pas pour les parents qui veulent uniquement des bonnes notes, ni les parents qui ne veulent pas entendre parler des émotions de leur enfant. Il n'est pas non plus pour ceux qui veulent un enfant obéissant, mais pour qui l'épanouissement ne compte pas. Il n'est pas pour les parents qui cherchent une méthode autoritaire, ni les parents qui veulent que leur enfant gère seul ses difficultés. Le programme Élève heureux 2.0 est pour vous si vous savez que votre enfant a besoin de votre aide et que vous avez bien compris que les enfants réussissent d'autant mieux que les parents sont investis dans leur parcours scolaire. Il est pour vous si vous avez à cœur de ramener la paix à la maison parce que vous ne voulez plus de conflits à cause de l'école. Il est pour vous si vous avez envie de sortir de votre solitude de parents guides et vous savez que plusieurs cerveaux ensemble apportent de bien meilleures solutions. Il est pour vous si vous avez envie d'apprendre de nouvelles recettes, car ça vous plaît parce que vous êtes ouvert à la nouveauté. Il est pour vous si vous vous souciez autant des résultats scolaires que de l'épanouissement de votre enfant et que vous souhaitez pour lui un équilibre entre confiance en lui et apprendre avec plaisir. Et si Élève heureux 2.0 est pour vous, je vous réserve un beau cadeau. Alors, êtes-vous toujours motivé à réconcilier votre enfant avec l'école? Êtes-vous prêt à faire partie des parents décidés à prendre les rênes en main? Êtes-vous prêt à dépasser les idées préconçues pour amener votre enfant à la réussite? Eh bien, allons-y, c'est parti. Voici le processus à suivre. Et le cadeau? Ah oui, le cadeau, eh bien, ça vous intéresse? Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Eh bien, en fait, je vous ai prévu 2 cadeaux. Le premier, c'est un rendez-vous personnel avec moi pour vous assurer d'y voir clair dès le démarrage de votre programme. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes, vous et moi. Mon deuxième cadeau, c'est ma garantie. Un abonnement sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Le premier cadeau, ma garantie, elle reste. De toute façon, c'est un abonnement sans engagement. Mais le premier cadeau que je vous réserve, le rendez-vous personnel avec moi de 45 minutes, eh bien, il est valable si vous nous rejoignez dans les 48 heures. Passé ce délai, l'offre ne sera plus appliquée. Alors, c'est parti. Voici le processus à suivre. D'abord, vous cliquez sur le bouton près de cette vidéo. Le voici. Il est gros, il est violet. Vous cliquez ici sur augmenter ses notes et sa confiance avec la méthode vélo. Ensuite,
vous arrivez sur la page de programme et vous descendez pour cliquer sur un des deux boutons au choix. Voilà. Élève heureux en une fois ou élève heureux en 6 mois. Élève heureux en 6 mois, c'est ce que je vous ai proposé, le format abonnement à 67 € par mois. Si vous avez envie de faire des économies, vous pouvez aussi régler en une fois pour un montant de 377 €. C'est comme vous voulez. Une fois que vous avez choisi, vous remplissez votre nom et votre email et vous cliquez ici. Donc là, c'est je commande le programme par abonnement parce que j'ai pris cet exemple-là, mais cliquez simplement sur le bouton. Ensuite, vous arrivez sur PayPal qui vous proposera de régler soit par carte bancaire, soit avec votre compte PayPal. Donc ici, s'abonner avec une carte bancaire. Hop, vous cliquez là si vous voulez payer par carte bancaire. Ou bien, deuxième flèche, vous avez un compte PayPal et vous préférez l'utiliser et vous cliquez ici. Il ne vous restera plus que à remplir les petites cases. Là, je les remplis avec mes particularités à moi et j'ai pris l'exemple carte bancaire. Quand vous validez, eh bien, vous recevez cette page de confirmation, votre enregistrement au programme Élève Heureux est confirmé. Et vous commencez aussitôt à recevoir par email les liens pour accéder au programme. Si jamais il y a eu un cafouillage informatique, rassurez-vous, je vous enverrai les liens à nouveau par email. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. À tout de suite pour les parents qui décident de s'abonner et de profiter du rendez-vous offert avec moi.